Merci pour votre confiance et fidélité à la chaîne mère. Il est 13h à Bamako. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité, les titres. Le Japon débloque 300 millions de francs CFA pour aménager de nouvelles rues à Bamako, avec une particularité, l'utilisation des matériaux locaux pour réaliser les travaux. Au grand marché de Gao, les poissons cherchent acheteurs. La ville n'a jamais connu une telle abondance. Qu'est-ce qui est à l'origine? Nous poserons la question à Aliou Idrissa Maïga qui sera en direct dans cette édition. Grande mobilisation hier à Kobala dans la région de Djoïla pour la traditionnelle pêche collective. Un événement centenaire qu'on vous fera revivre comme si vous étiez. Notre témoin oculaire est Moustapha Doumbouya. Il résiste au temps et à la modernité. Le pain traditionnel de Tombouctou ravit toujours la vedette. On vous partage un morceau de cet aliment au goût unique et nourrissant. Entre espoir et méfiance, la signature des déclarations de principe entre la RDC et le Rwanda suscite des réactions. On en parle avec Lassina Keita. Au même moment, l'Iran continue d'éteindre le feu déclaré suite à l'explosion du principal port du pays. Bilan, 28 morts. L'actu des sports, c'est le démarrage de ce dimanche de la CAN de moins de 20 ans en Égypte. Le Mali ne participe pas à la compétition, recalée à la phase éliminatoire. Au plan national, choc, stade malien de Bamako Djoliba Assy. Cet après-midi qui ouvre la 19e journée du championnat national de football Ligue 1. Ces lésions ressemblent à des anneaux sur la peau et peuvent être sèches ou gonflées. Quelques manifestations de la teigne, sujet de notre rendez-vous hebdomadaire de la santé. Les environnements chauds et humides favorisent la transmission de la maladie. Plus de précisions en fin d'édition avec Koumba Sissi. C'est tout pour les titres. 3 rues de Bamako auront bientôt un nouveau visage. Elles seront aménagées dans le cadre du programme Haute Intensité de main d'œuvre. Les travaux sont financés par le Japon à hauteur de 300 millions de francs CFA, avec comme finalité plus de fluidité et plus de sécurité pour les usagers. Les témoins du lancement de ces travaux est notre reporter Djemba Moussa Konaté. Environ 300 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe financière allouée par l'ambassade du Japon à travers l'Organisation internationale du travail au gouvernement malien pour l'aménagement de 3 rues d'une longueur de 485 mètres à Irimadio-Zerni en commune 6 du district de Bamako. Ce don du Japon s'inscrit dans le cadre de la coopération économique multilatérale non remboursable en faveur du Mali. Il devra contribuer à la fluidité du trafic routier, renforcer la sécurité des usagers. Ndei Koumba Diop, directrice pays de l'Organisation internationale du travail OIT. Ce projet reflète une volonté partagée d'innover et d'assurer une croissance équitable et résiliente. La construction se fera avec des matériaux écologiques comme la roche locale et la terre stabilisée. Pour la réalisation de ce projet, l'approche chantier-école a été développée avec l'utilisation de 125 personnes déplacées internes de Irimadio en vue de renforcer la solidarité communautaire. Yukuo Murata, ambassadeur du Japon au Mali. Les avantages de la construction STEIN sont son faible coût avec la possibilité de construire des routes pavées 40 à 60% moins chères que les routes en asphalte et les routes STEIN ne nécessitant pas d'entretien fréquent. Deuxièmement, son manque d'impact négatif sur l'environnement. Pour les bénéficiaires, cet appui du Japon et de l'OIT permet non seulement d'améliorer les infrastructures de proximité, mais surtout de préparer la jeunesse à répondre aux besoins du marché de l'emploi. Oumou Salsek, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Cet événement traduit de manière concrète l'engagement des plus hautes autorités de la transition sous la vision éclairée de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Cette vision repose sur 3 piliers majeurs dans notre secteur, à savoir le renforcement des compétences des jeunes à travers des dispositifs innovants et adaptés à notre réalité nationale. Les réinsertions durables dans le tissu socio-économique et la création d'opportunités d'emploi à fort impact communautaire
Ces travaux qui durent 1 an devront permettre à la jeunesse de devenir des futurs entrepreneurs de la construction d'infrastructures avec une technologie japonaise. Merci Idiama Moussa Konaté. En attendant, le service national des jeunes célèbre cette année les 40 ans de sa création. Un parcours de 4 décennies mis à profit pour véhiculer les valeurs du CNJ auprès de la jeune génération. C'est l'objectif du déplacement d'une délégation de l'amicale des anciens du service national des jeunes auprès de la 6e cohorte du CNJ en formation à Bafou dans la région de Ségou pour une conférence. Les échanges sont suivis par notre envoyé spécial Ramata Konaté en direct avec nous. Bonjour Ramata Konaté. Bonjour Bourama Traoré. Parlez-nous de cette visite de terrain de la délégation de l'AMA SNJ à Bafou. Ici à Bafou, Bourama, la 6e cohorte du SNJ, nouvelle formule forte de 1539 recrues de la fonction publique, prête une oreille attentive à la présentation des différents conférenciers, tant les sujets évoqués, d'emblée valeurs culturelles, citoyenneté, programmation mentale, sont d'une grande importance pour le Mali, surtout à un moment où nos autorités réaffirment haut et fort notre souveraineté. Dans ce contexte, former ces futurs agents de l'administration sur ces thèmes revient à améliorer la qualité de notre administration et à renforcer le dispositif sécuritaire du pays. C'est pourquoi l'un des conférenciers, professeur Ibrahim Diaye, a insisté sur les valeurs cardinales traditionnelles du Mali, dont la loyauté, l'honnêteté, la dignité, la fraternité, la solidarité, le respect de soi et de l'autre, le bon vivre ensemble, l'amour de la patrie, des valeurs qui reposent aussi sur la connaissance de soi-même. Ces futurs agents de l'administration constituant la 6e cohorte du SNJ en formation à Bafou sortent de cette rencontre fortement imbibée de nos valeurs culturelles avec un état psychologique plus renforcé. La journée d'échange se veut aussi une occasion pour l'amicale des anciens du service national des jeunes, AMA SNJ, de partager ses expériences avec les nouvelles recrues de la fonction publique en service militaire obligatoire à Bafou. Une manière d'inciter ces recrues à l'assiduité, l'engagement, le patriotisme, le civisme. Cela pour un Mali fort, uni et prospère. Cette conférence permet aussi aux recrues de prendre davantage conscience de leur rôle et responsabilité pour le développement de notre pays. Après seulement 2 mois de formation déjà à Bafou, ces recrues intègrent de plus en plus les valeurs comme la discipline, la rigueur, le don de soi, l'endurance, l'esprit d'équipe. Cette rencontre se tient dans le cadre des activités de clôture des 40 ans du service national des jeunes, SNJ. Le SNJ qui, on le rappelle, Bourama Traoré a signé son retour il y a quelques années grâce au leadership du président de la transition générale, Assimi Goïta. Merci Ramata Konaté pour toutes ces précisions. Ces nouveaux fonctionnaires en formation à Bafou apprécient certainement les pains traditionnels. En tout cas, à Tombouctou, beaucoup les préfèrent au pain moderne. Notre correspondant dans la Cité du Savoir nous invite à partager un morceau de ce pain au goût unique et nourrissant. Bonjour Najim Baba Sissé. Bonjour, M. Bourama Traoré. Oui, vous avez fait un tour de quelques fours de la ville qui fabriquent ce pain traditionnel. Le constat qui se dégage, c'est que la modernité n'a pas eu raison de la tradition, n'est-ce pas? Tout à fait, M. Bourama Traoré. Le pain traditionnel est une denrée alimentaire très convoitée à Tombouctou, voire dans toute la région. Il est fait à base de farine ou de la poudre de blé. D'une forme ronde, il est fabriqué par les femmes à partir des fours traditionnels, généralement le matin et le soir. Actuellement, son prix unitaire varie de 50 à 75 francs selon la taille. Depuis quelques années, avec l'apparition de la boulangerie moderne, les populations font face à 2 options, le pain traditionnel ou le moderne. Chaque consommateur y va de ses convictions. Pour les conservateurs, rien ne peut rivaliser contre le pain local, nonobstant le manque de ressources humaines suffisantes dans le domaine, car il présente plusieurs aspects, valeurs nutritives et culturelles. Quant aux adeptes du moderne, c'est une révolution qui a mis fin aux longues heures d'attente devant le four traditionnel. Aussi, le pain moderne s'arrache à volonté et à moindre effort. Malgré les atouts du pain moderne, les habitants de Tombouctou sont jalousement attachés au pain traditionnel qui est comme un prince aux côtés de la baguette moderne.
M. Bourama Traoré. Merci Najim Baba Sissé pour toutes ces précisions. Même s'il n'est pas un prince, il ravit aujourd'hui la vedette à Gao, à savoir le poisson. Le grand marché de la ville est exceptionnellement bien approvisionné avec des prix jugés abordables. La région n'a jamais connu une telle abondance. Pêcheurs et revendeurs ont le sourire large. Pour en parler, nous aurons d'un moment à l'autre en ligne Aliou Abdoulaye Maïga pour nous parler de ce sujet. Aliou Idrissa Maïga, un petit souci au niveau de la technique. Najim Baba Sissé, comme vous venez de suivre, vient de nous parler du pain traditionnel à Tombouctou. Et beaucoup le préfèrent au pain moderne, justement. Najim Baba Sissé qui avait fait un tour justement de quelques fous de la ville qui fabriquent ce pain traditionnel. La modernité n'a jamais eu raison de ce pain traditionnel qui reste préféré par beaucoup de Tombouctousiens. Merci Najim Baba Sissé pour toutes ces précisions. Comme je le disais, il n'est pas un prince, mais il ravit la vedette aujourd'hui à Gao, à savoir le poisson. Le grand marché de la ville est exceptionnellement bien approvisionné avec des prix jugés abordables. La région n'a jamais connu une telle abondance. Pêcheurs et revendeurs ont le sourire large. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Aliou Idrissa Maïga. Bonjour. Bonjour Boutra, bonjour fidèles auditeurs de la voix la plus autorisée, la radio nationale du Mali. Dites-nous, Aliou Idrissa Maïga, qu'est-ce qui explique cette abondance du poisson au grand marché de Gao? Eh bien, Boutra, nous, on a eu la chance quand même de démarcher les lieux de vente, de faire un tour là-bas et on a même envoyé une équipe jusqu'au fleuve pour rencontrer les pêcheurs. Déjà, ce qu'il faut en tout cas retenir, il faut dire que le marché de Gao est actuellement bien approvisionné en poissons frais de tout genre, comme vous avez eu à le dire tout de suite. Et ces poissons sont venus directement du fleuve pour dire que ce sont des poissons frais et que ce soit au niveau du grand marché, que ce soit aussi au niveau des petits marchés installés partout dans les différents quartiers de la ville, on retrouve du poisson à tous les niveaux et en abondance. Tellement que le marché est débordé, on aperçoit malgré cette forte canicule ici à Gao, il faut le signaler, il fait très chaud actuellement, mais on voit partout dans les rues des bonnes dames, en tout cas avec des assiettes remplies de poissons pour chercher juste à les écouler, à les vendre, en tout cas pour ne pas faire face aux difficultés de conservation, je veux dire. Les pêcheurs et les revendeurs ont tous les difficultés qu'il faut en ce moment que eux ils signalent sont liées surtout à la conservation. Pour conserver cette grande quantité de poissons, ils ont des difficultés en cette période de forte canicule. Il y a certains qui se débrouillent avec des frigos, mais ça ne peut pas faire l'affaire parce qu'il y a toujours abondance de poissons. Mais ce n'est pas du tout, comme vous l'avez demandé, ce qui fait cette abondance cette année est due surtout, selon les acteurs évoluant dans le domaine, aux fortes quantités de pluie que la région de Gao a enregistrées cette année et à la montée aussi de la crue au niveau du fleuve. Donc maintenant que l'eau est en train de se retirer, les poissons se regroupent et ils ont eu aussi la chance d'être dans des endroits cachés où, en tout cas, ces poissons étaient à l'abri. En tout cas, maintenant que l'eau est en train de se retirer, eux aussi les retournent avec l'eau et maintenant les pêcheurs se frottent bien les mains parce qu'ils ne fournissent même pas selon eux assez d'efforts pour trouver tous ces poissons-là. Et maintenant, il fallait être devant une caméra ou devant un téléviseur, je veux dire, pour voir ces gros capitaines et qu'on livre comme ça à des petits prix comme ça. Il y en a pour tous les prix, que ce soit les capitaines, que ce soit la carpe, que ce soit les autres types de poissons. Aujourd'hui, le marché de Gao est rempli de poissons. Il y en a pour tous les prix. À chacun ses moyens, à chacun son pouvoir d'achat. Ce qu'il faut reconnaître, il y a abondance et le marché de Gao aujourd'hui refuse de poissons et ce ne sont pas surtout les assiettes et les plats qui diront le contraire.
Merci Aliou Idrissa Maïga, un grand amateur du poisson certainement. Aliou Idrissa Maïga qui nous propose d'ailleurs un grand format sur cette abondance du poisson gaour dans les jours à venir. Nous changeons de région mais pas de sujet. Direction Dioïla pour parler de la pêche collective devenue fréquente ces derniers mois. La meilleure illustration c'est dans les villages de Kobala, commune de Banko qui pratique l'activité depuis des siècles et qui mobilise massivement la population. Pour vous faire revivre l'événement comme si vous étiez, nous sommes en ligne avec Moustapha Doumbouya, notre correspondant sur place. Bonjour Moustapha Doumbouya. Bonjour Bourama Traoré. Vous étiez hier dans le village de Kobala pour cette pêche collective. Racontez-nous ce que vous avez vu et entendu. Affirmatif Bourama Traoré, nous étions hier à Kobala pour le lancement justement de cette pêche collective qui, vous l'avez dit, est une activité très ancienne dans cette localité, ce village qui est situé à 18 km de Banko, qui est son chef-lieu de commune et en même temps son chef-lieu de cercle. Et Banko lui-même, c'est à une soixantaine de kilomètres de Dioïla, qui est le chef-lieu de la 13e région administrative du Mali. Vous l'avez aussi dit, Bourama Traoré, dans la zone de Kobala, en tout cas, on a quand même eu l'information que des pêches collectives sont organisées dans beaucoup de villages. Mais s'agissant du cas spécifique de Kobala, elle est une véritable fête qui a lieu une fois par an. Et celle de 2025 a eu lieu hier, on l'a dit. C'est dans la mare de Kobala. Kobala, c'est le nom d'un village que se déroule cette pêche. Mais l'autorisation ou la tutelle de l'activité revient à un autre village, c'est-à-dire le village de Clé, qui est à plus de 15 km de la mare. Et les gens respectent cette tradition depuis fort longtemps. Et selon le chef de village de Clé, qui s'appelle Omar Traoré, la pêche collective dans la mare est aussi ancienne que l'existence de son village. Or, cette existence date de plus de 7 siècles d'après les estimations des chefs de village. Et toujours, selon le même chef de village, la participation à cette pêche est libre. C'est-à-dire que le poisson appartient en intégralité à celui qui le capture. Aucune distinction, aucune règle visant à offrir aux organisateurs une partie de la pêche. Toutefois, la vente du poisson et les disputes sont formellement interdites au bord de la mare. La moisson peut quand même être vendue en ville, et même si la grande partie est destinée à la consommation locale. Il faut aussi ajouter, Bourama Traoré, que plusieurs centaines de personnes du cercle de Banko, donc de la région de Dioïla, et des villages frontaliers de la région de Sikasso répondent à ces rendez-vous annuels. La frontière naturelle entre les régions de Dioïla et Sikasso à ce niveau, c'est justement le bras de fleuve qui alimente le site qui a servi de cadre à la pêche collective d'hier. Merci, Bourama Traoré. Merci, Moustapha Doumbouya, depuis Dioïla, ce qui nous conduit à l'actualité internationale. Plus de 2000 personnes sont descendues dans les rues de Tunis vendredi pour manifester leur soutien à l'avocat Ahmed Souab. Il a été arrêté le lundi dernier et incarcéré en vertu de la loi antiterroriste pour avoir dénoncé le manque d'indépendance de la justice tunisienne. C'était lors du procès de l'affaire du complot contre l'État. Au Soudan du Sud, le gouvernement tente de rassurer sur l'avenir de l'accord de paix signé en 2018. Le ministre des Affaires du cabinet Martin Elia Lamoureux a présenté hier un plan d'action pour mettre en œuvre cet accord qui avait permis la formation du gouvernement d'unité et de transition. Il a également expliqué des démarches en cours pour financer les futures élections prévues au mois de décembre 2026. L'acte peut être qualifié d'une lueur d'espoir. La République démocratique du Congo et le Rwanda signent à Washington une déclaration de principe sous la médiation des États-Unis. L'objectif est de relancer le processus de paix afin de résoudre le conflit à l'est de la RDC. Bonjour Lassina Keïta. Bonjour Bourama Traoré. Vous suivez ce dossier pour Mali Actualité. C'est quoi cette déclaration de principe et que contient-elle? Il s'agit d'une base, d'un cadre, autrement dit d'une ligne de conduite définie par les ministres rwandais et congolaises des Affaires étrangères en vue de parvenir à un avant-projet d'accord attendu pour le 2 mai prochain. Ce qu'il faut retenir dans cette déclaration est d'abord la reconnaissance mutuelle de la souveraineté et l'intégrité territoriale. Il s'agit là d'un point sensible.
car Kinshasa a toujours considéré le conflit actuel comme une agression extérieure et les rapports d'experts de l'ONU évoquent la présence d'au moins 4000 soldats rwandais sur le sol congolais depuis la réapparition du M23, ce que Kigali dément catégoriquement. De son côté, le Rwanda accuse les FARDC, l'armée congolaise, de collaborer avec les FDLR, un groupe armé hostile à Kigali, et rappelle que son propre territoire a subi plus de 30 attaques depuis 1997, dont plus de 20 depuis 2018. Les deux pays s'engagent donc à ne plus soutenir des groupes armés non étatiques. Autre point majeur est celui de la coopération économique et minière. Kinshasa et Kigali veulent encadrer l'exploitation des ressources naturelles, renforcer la transparence et attirer des investissements mutuellement bénéfiques, notamment américains. L'objectif affiché consiste à transformer l'économie régionale en s'appuyant sur des mécanismes déjà existants. Enfin, la déclaration prévoit la facilitation du retour des déplacés et réfugiés. Le Rwanda affirme héberger aujourd'hui au moins 100 000 réfugiés congolais. Oui, les États-Unis saluent donc une avancée après la signature de cette déclaration de principe, un point de vue qui n'est pas partagé par tout le monde. Entre espoir et méfiance, les réactions sont nombreuses. Qu'en est-il réellement, la Sénat Keïta? Évidemment, les premières réactions n'ont pas tardé après la signature de cette déclaration de principe. D'abord, Donald Trump, le président des États-Unis, qui parle d'une grande nouvelle en provenance d'Afrique. Nous avons accompli un travail sans précédent pour le résoudre ou pour le mettre sur la voie de la paix. Restez à l'écoute, un travail qui pourrait permettre aussi à Washington d'obtenir un accès direct à certaines régions minières stratégiques comme le Sud Kivu, où l'installation des sociétés commerciales américaines pourrait se trouver facilitée. Le Qatar, impliqué dans le processus, parle d'une avancée positive et importante en vue de favoriser la stabilité et la paix dans la région. Le pays insiste sur le respect mutuel de la souveraineté des deux nations et sur un engagement clair en faveur d'un règlement pacifique et négocié des différends. Si les premiers sont confiants de ce pas franchi, Denis Mukwege alerte aussi sur le danger des compromis insuffisants face à un conflit qu'il qualifie de profondément enraciné, internationalisé, marqué par des crises majeures, des millions de victimes et l'une des pires crises humanitaires du monde. Il doute cependant si ces engagements pris à Washington seront respectés réellement sur le terrain. Bourama Traoré. Wait and see, comme disent les Anglais. Autrement dit, les jours à venir nous édifieront certainement. En attendant, au Canada, un automobiliste fonce dans la foule lors d'un festival de rue à Vangafour, dans l'ouest du pays. La police annonce plusieurs morts et blessés. Âgé de 30 ans, le conducteur est connu de la police. Le Premier ministre canadien Mark Carney s'est dit bouleversé. Nous sommes tous en deuil avec vous, a-t-il ajouté dans un message sur son compte X. Il avait prévu de se rendre ce dimanche dans cette province de la Colombie-Britannique pour ses derniers meetings de campagne avant le vote de demain lundi. Journée noire hier en Iran. Le principal port du pays a connu une puissante explosion qui a fait au moins 28 morts et de nombreux blessés. L'explosion entendue à des dizaines de kilomètres à la ronde a également causé des dégâts considérables. Bonjour Mohamed Sangaré. Bonjour Bourama Traoré. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Les causes exactes de l'explosion dévastatrice survenue hier au port Chaïd Arajaï restent indéterminées. Selon des sources fiables, cet incident pourrait avoir été provoqué par du perchlorate de sodium, une substance chimique couramment utilisée dans la formulation de carburant solide pour missiles. Cette information a été rapportée par le New York Times, citant une source anonyme proche des gardiens de la Révolution. Le perchlorate de sodium, connu pour ses propriétés oxydantes, peut entraîner des explosions dans des conditions spécifiques, suscitant ainsi des préoccupations quant à la sécurité des matières dangereuses entreposées dans les ports. Cependant, un porte-parole du ministre de la Défense iranien a affirmé lors d'une intervention à la télévision d'État que
aucune gargaison militaire n'était entreposée dans le plus grand port d'Iran au moment de l'explosion. Cette déclaration vise à atténuer les spéculations sur un éventuel lien avec des activités militaires alors que des circonstances entourant cet incident restent floues. Les autorités iraniennes font face à un défi majeur tant en matière de sécurité publique que de gestion des conséquences de cet événement tragique. La situation continue d'évoluer. Le bilan provisoire de l'explosion fait état de 28 morts et plus d'1 millier de blessés et de nombreux dégâts matériels. Une enquête a été ouverte pour élucider les causes de cette tragédie et pour évaluer les mesures nécessaires afin de prévenir de futurs accidents de cette envergure. Merci Mohamed Sangaré. Il est 13h22 à Bamako. L'actu des sports, c'est d'abord le début ce dimanche de la CAN de moins de 20 ans garçons qui se déroule en Égypte. Le Mali ne participe pas à cette compétition puisqu'il a été éliminé lors des éliminatoires. Au plan national, démarrage cet après-midi de la 19e journée du championnat national de Ligue 1 football avec le choc Stade Malien de Bamako du Libassi. Les précisions dans la synthèse de l'actualité sportive qui porte la signature de Famour Djourté. Le Stade Malien de Bamako reçoit ce dimanche 27 avril 2025 en ouverture de la 19e journée le Djoliba AC. Les Blancs de Sotiba sont en confiance et restent sur 8 victoires consécutives alors que les Rouges de Eremakono sont au ralenti depuis quelques semaines. La confrontation entre les deux poids lourds du football malien marque toujours un tournant dans la course au titre et cette rencontre de la 19e journée ne devrait pas faire exception. L'enjeu est de taille. Le Stade Malien de Bamako est en tête du classement avec 40 points alors que le Djoliba AC, deuxième, totalise 37 unités. Si les stadistes gagnent, ils compteront 6 points d'avance sur leurs grands rivaux et feront un grand pas vers le titre. Mais si les Djolibis l'emportent, ils reprendront la tête du classement grâce à la différence de but particulière. Au match aller, disputé le 16 février dernier, le Djoliba AC s'était imposé par 1-0. Nous partons confiants avec l'objectif d'avoir les 3 points et de pouvoir creuser l'écart. Il n'y a que 3 points qui nous séparent et si nous gagnons, ce sera le double. Les joueurs sont déterminés à prendre leur revanche. Martel, l'entraîneur du Stade Malien de Bamako, Mamoutou Kane alias Mourlé. Signalons que le Stade Malien de Bamako n'a pas encaissé de but lors de ses 5 dernières sorties. Dans le camp du Djoliba AC, le technicien Demba Mamadou Traoré affiche également sa confiance et sa détermination à engranger les 3 points de la partie. Seulement, depuis quelques semaines, les Djolibis sont au ralenti et restent sur 3 victoires, 4 nuls et une défaite lors de leurs 8 derniers matchs. Nous voulons prendre la tête du classement. Pour cela, il va falloir gagner cette rencontre, déclare le coach des Rouges de Bamako, Demba Mamadou Traoré. Avant d'ajouter qu'un derby ne se joue pas, qu'il se gagne. Pour les statistiques, ce match marquera la 45e confrontation entre les deux équipes depuis l'instauration de la poule unique lors de la saison 98-99. Pour le moment, avantage au Djoliba AC qui compte 16 victoires, 40 buts marqués contre 10 succès et 29 buts marqués pour le Stade Malien de Bamako. Les 19 autres matchs se sont soldés par des résultats nuls, dont 9 vierges. La rencontre de cet après-midi sera dirigée par l'arbitre international Richard Kamaté. Il sera assisté de Modibo Samake et Amadou Beguissé, tous deux internationaux aussi. Le coup d'envoi est prévu pour 17h au stade du 26 mars. Sur le continent, la CAN des moins de 20 ans débute ce dimanche 27 avril en Égypte et c'est jusqu'au 18 mai 2025. Outre le trophée continental, l'autre enjeu sera les places africaines pour la prochaine Coupe du Monde de la catégorie au Chili en 2025. Et ces places reviendront aux 4 demi-finalistes de cette compétition continentale. Ce soir, l'Égypte sera face à l'Afrique du Sud. Notons que 13 nations réparties en 3 poules seront en compétition pour le trophée continental et les 4 places du prochain mondial. Éliminé lors des éliminatoires, le Mali ne participera pas au tournoi. Toujours football et sur le continent, les demi-finales retour de la Coupe de la Confédération de la CAF se jouent ce 27 avril 2025. Stellenbosch FC d'Afrique du Sud doit sortir le grand jeu ce dimanche pour renverser Simba Sporting Club de Tanzanie. Les Tanzaniens avaient battu 1-0 leur homologue sud-africain lors de la manche aller. Dans l'autre rencontre, le 16 Constantine d'Algérie, battu à l'aller 4-0, tentera de réaliser l'exploit face au club marocain de RS Berkane. Et enfin, en Espagne, le FC Barcelone a soulevé ce samedi son 32e trophée de Coupe du Roi à Séville face à son grand rival, le Real Madrid. Au terme d'une finale haletante conclue après prolongation, les Catalans se sont imposés 3-2 face aux Merengues. Les hommes de Hansi Flick, dominateurs sur l'ensemble de la rencontre, ont su résister au retour du Real pour finalement faire la différence en fin de prolongation. Le Real Madrid n'a désormais que la Liga pour sauver sa saison. Focus Santé.
Elle est extrêmement contagieuse. On peut l'attraper par contact direct avec une personne ou un animal infecté ou indirectement via des objets ou surfaces contaminées. On parle de la teigne qui est une infection de l'épiderme, entendez par là la couche supérieure de la peau. Les lésions qui ressemblent à des anneaux sur la peau peuvent être sèches ou gonflées. Les environnements chauds et humides favorisent la transmission de la maladie. Nous avons voulu en savoir plus auprès d'un dermatologue. C'est le sujet du Focus Santé de ce dimanche, signé Kouma Sissé. Elle se manifeste par une ou plusieurs plaques sur la tête. Appelée Duruganani ou Kaba en bamana, la teigne est une infection causée par des champignons. Elle a deux formes et touche majoritairement les enfants. Professeur Adama Diko, dermatologue. Les formes mineures se caractérisent essentiellement par des plaques avec des pellicules blanchâtres qui sont très contaminants et souvent qui passent sans gravité. Le deuxième type de teigne, c'est la forme où ces plaques sont parsemées de lésions pustuleuses au niveau de la tête. Et le même parasite peut aussi donner d'autres lésions au niveau de la peau, ce qu'on appelle la dermatophysie de la peau glabre. La teigne se transmet très rapidement, surtout en milieu scolaire et dans les lieux de coiffure. Professeur Adama Diko. La maladie, elle est très contagieuse. Et c'est pour ça que nous avons ça, surtout les formes simples interhumaines. Dans les grandes familles où il y a beaucoup de garçons, avant les fêtes, tout le monde se retrouve chez le coiffeur. Donc le garçon qui a ça sur sa tête, là, et à travers les tondeuses, il peut se la passer. Même à domicile, à la maison aussi, il dort sur le même lit, souvent il se passe les casquettes, donc il se passe le champignon comme ça. Et le deuxième qui est très grave, qui peut se compliquer en quérillon, c'est le type qu'on ramasse le plus souvent chez les chats. Et le chat est le réservoir. Donc les enfants qui jouent beaucoup plus avec les chats, qui sont beaucoup plus contaminés par ce parasite. Si la teigne n'est pas traitée à temps, elle évolue vers la forme grave. Elle laisse non seulement des cicatrices importantes sur la tête, mais aussi les cheveux ne poussent plus sur les parties infectées. Le plus souvent, les agents de santé prescrivent des antibiotiques à tort. Or, ce n'est pas une bactérie, c'est le parasite. Et le parasite, à sa présence, c'est une réaction à ce parasite qui va causer cette réaction locale. D'où nous, les spécialistes, souvent, en plus des antiseptiques, on associe aussi une corticothérapie de courte durée. C'est de casser l'inflammation pendant au moins quelques jours, 4 à 5 jours, quand l'inflammation est cassée. Donc on continue maintenant avec les antifongiques qui permettent de traiter ce champignon au moins 3 à 4 semaines de traitement. La teigne compliquée, comme on l'appelle le quérillon, nécessite obligatoirement un traitement précoce. Et ce traitement précoce, il faudra associer des antiseptiques, associer des anti-inflammatoires comme les corticoïdes de petites doses. Et cette teigne, elle a un préjudice. Ce préjudice, c'est quoi? Si l'on tarde dans le traitement, en croyant que c'est les antibiotiques qui vont traiter, parce que le follicule, c'est la racine, c'est là où le cheveu sort. Et ce follicule-là, s'il s'en va, il n'y aura plus de cheveux, ça ne va plus pousser. Et quand ça ne pousse pas, c'est ce qu'on appelle l'alopécie cicatricielle. Et c'est un préjudice esthétique, surtout chez les filles qui vont grandir, qui n'auront pas de cheveux. La prévention, c'est quoi? C'est tout d'abord vraiment la propriété. Laver bien la tête, éviter ceux qui ont déjà la teigne, éviter le contact permanent avec les formes graves aussi. Éviter le contact permanent avec les chats. Dès que vous voyez des plaques sur la tête qui sont parsemées de lésions pustuleuses, il faudra amener l'enfant parce que là, c'est le signe du quérillon ou teigne inflammatoire. La teigne est une infection à ne pas négliger. Ces complications agissent sur la qualité et la quantité des cheveux qui peuvent marquer à vie les personnes touchées. Ainsi va l'actualité en ce dimanche 27 avril 2025. Cette deuxième édition du journal vous a été servie par Alimata Ouattara à la mise en onde, Mohamed Koulibaly à la mise en ligne et au micro Bourama Traoré. Lassana Keita m'a aidé à la préparer. Lassana Keita que vous allez retrouver tout à l'heure pour Rétro 7. Grand merci également à vous, chers auditeurs. Belle fin de journée à vous, où que vous soyez.